Il existe une blessure qui ne saigne pas, mais qui fait mal tous les jours. Une marque qui n'apparaît pas dans le miroir, mais qui déforme tout ce que vous voyez lorsque vous vous regardez. C'est la blessure de l'enfant qui a grandi en entendant qu'il n'était jamais assez bon, ou pire encore, qui a grandi dans le silence assourdissant d'un père qui n'était tout simplement pas là quand il en avait le plus besoin. Vous avez peut-être 30, 50 ou 70 ans, mais il y a toujours un enfant en vous qui attend un « bravo » qui ne viendra peut-être jamais. Un enfant qui a appris à devenir adulte trop tôt parce que quelqu'un devait être fort, parce que quelqu'un ne devait pas décevoir, parce que quelqu'un devait porter le poids d'une approbation qui semblait toujours hors de portée. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Tant que vous n'affronterez pas cette relation, tant que vous ne regarderez pas dans les yeux le père que vous portez en vous, qu'il soit le critique implacable, l'absent émotionnel ou le tyran déguisé en protecteur, vous continuerez à vivre sa vie, pas la vôtre. Vous continuerez à prendre des décisions basées sur la peur de le décevoir, même s'il n'est plus là pour être déçu. Freud le savait lorsqu'il a développé sa théorie sur le surmoi, cette voix intérieure qui nous juge sans pitié, qui nous harcèle sans relâche, qui a transformé la critique paternelle en une prison mentale dont beaucoup ne parviennent jamais à s'échapper. Mais ce que Freud savait aussi, et que peu ont complètement compris, c'est que reconnaître cette prison est la première étape pour briser ces barreaux. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi vos réalisations ne semblent jamais suffisantes, pourquoi le succès s'accompagne toujours d'un sentiment de vide, et pourquoi, même lorsque tout le monde autour de vous vous dit que vous devriez être fier, une voix familière vous murmure que vous auriez pu faire mieux, beaucoup mieux. La première chose que vous devez comprendre est la suivante. Le père le plus puissant n'est pas celui qui se trouve dans la pièce d'à côté, c'est celui qui vit dans votre esprit. Il est peut-être mort depuis des décennies, il est peut-être à l'autre bout du monde, ou il est peut-être assis à la même table que vous lors d'un repas familial le dimanche, mais tout cela n'a aucune importance, car le Père qui gouverne réellement votre vie est celui que vous portez comme une seconde peau, invisible, mais toujours présent. Cette figure intérieure est comme un metteur en scène invisible, guidant chacune de vos performances quotidiennes. Il vous murmure avant que vous ne preniez la parole lors d'une réunion. Êtes-vous sûr de savoir de quoi vous parlez? Il commente lorsque vous recevez un compliment. C'était de la chance, la prochaine fois vous n'y arriverez pas. Il est là lorsque vous vous regardez dans le miroir et voyez toutes les façons dont vous ne répondez pas aux attentes qu'il a semées en vous il y a si longtemps que vous ne vous souvenez même plus quand vous avez commencé à les entendre. C'est cette voix qui transforme une simple conversation avec votre patron en une bataille interne sur vos compétences. C'est elle qui vous pousse à relire 5 fois le même email avant de l'envoyer, non pas par souci de perfectionnisme, mais par peur ancestrale de ne pas être à la hauteur. C'est elle qui sabote vos moments de joie avec des pensées sur ce que vous devriez faire de plus, être de plus, accomplir de plus. Avez-vous déjà remarqué comment cette voix modifie votre comportement de manière presque imperceptible? Comment vous vous asseyez un peu plus droit lorsque quelqu'un parle de responsabilité? Comment votre rire devient plus contenu lorsque vous vous amusez trop? Comment vous minimisez automatiquement vos réalisations lorsque quelqu'un les loue? Ce ne sont pas des choix conscients, mais des réflexes conditionnés par des années d'entraînement interne. La cruauté de cette voix réside dans son intimité. Elle connaît vos rêves secrets uniquement pour vous rappeler que vous ne les méritez pas. Elle sait exactement quels mots utiliser pour vous faire sentir comme cet enfant qui n'arrivait jamais à satisfaire complètement. Et le pire de tout, elle utilise le même ton, les mêmes phrases, parfois même les mêmes expressions que vous avez entendues pendant votre enfance. Freud appelait cela le surmoi, l'instance psychique qui naît de l'intériorisation de l'autorité paternelle. Mais pour vous qui vivez cela tous les jours, le nom technique n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est de comprendre que cette voix critique n'est pas votre conscience qui s'exprime. C'est l'écho d'un homme qui, sans le savoir probablement, vous a appris que l'amour était conditionnel, que l'approbation était quelque chose à conquérir, et que vous, tel que vous étiez, ne seriez jamais assez bien. Un père absent laisse une marque particulière. Pas la marque de la violence, mais celle du vide. Vous grandissez en vous demandant ce qui ne va pas chez vous et qui l'a poussé à partir. Et même si votre esprit rationnel sait que son départ était lié à lui et non à vous, une partie primitive de votre psyché a intériorisé le message. Si j'avais été meilleur, il serait resté. Ce vide se manifeste de manière étrange à l'âge adulte. Vous pouvez vous découvrir excessivement généreux envers des personnes qui ne le méritent pas, essayant inconsciemment de payer pour l'attention que vous n'avez jamais reçue. Ou vous pouvez devenir hyper indépendant,
construisant des murs émotionnels si hauts que personne ne peut s'approcher suffisamment pour repartir à nouveau. Son absence devient une présence constante, un fantôme qui hante chaque nouvelle relation avec la question « Quand cette personne partira-t-elle aussi ?» Le père critique, quant à lui, laisse une marque différente, mais tout aussi profonde. Chaque « tu aurais pu faire mieux », chaque « ce n'est pas comme ça qu'on fait », chaque silence face à vos réussites s'est transformé en une voix intérieure qui ne vous laisse jamais de répit. Vous êtes devenu votre propre bourreau, répétant à l'infini les jugements que vous avez entendus un jour, jusqu'à ce qu'ils fassent partie de votre identité. Le père critique crée des enfants qui deviennent des adultes perpétuellement insatisfaits de leur propre réalisation. Peu importe à quel point vous grimpez les échelons de votre carrière, il y a toujours cette voix qui vous rappelle que vous auriez pu grimper plus vite. Peu importe à quel point vous réussissez dans quelque chose, il y a toujours cette petite voix qui vous murmure que ce n'était que de la chance ou que d'autres ont fait mieux. Vous vivez dans un état constant de « ce n'est pas encore suffisant », même lorsque toutes les preuves extérieures indiquent le contraire. Et le père contrôlant, celui-ci laisse la marque la plus subtile de toutes. Il vous a appris que vos choix sont dangereux, que vous ne pouvez pas vous fier à votre propre jugement, que la sécurité vient du fait de faire exactement ce qu'on attend de vous. Aujourd'hui, des décennies plus tard, vous ressentez encore une pointe de panique chaque fois que vous devez prendre une décision importante, car l'enfant qui sommeille en vous attend toujours qu'une personne extérieure vous dise ce qui est bien ou mal. Les enfants de parents contrôlants deviennent des adultes qui ont du mal à se fier à leur intuition. Ils recherchent une validation extérieure pour les décisions les plus insignifiantes, du choix de leurs vêtements à celui de leur carrière. Ils vivent dans un état constant de seconde opinion, vérifiant sans cesse s'ils font ce qu'il faut, s'ils plaisent aux bonnes personnes, s'ils suivent la voie qui serait approuvée par le tribunal interne qu'ils portent en eux. Le plus cruel dans tout cela, c'est que vous ne réalisez probablement même pas à quel point cette dynamique régit encore votre vie. Vous n'en ressentez que le résultat, l'épuisement constant d'essayer de prouver votre valeur, le sentiment de toujours jouer un rôle, la solitude profonde de ne jamais vous sentir vraiment vu ou accepté pour qui vous êtes, et non pour ce que vous faites. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose qui va changer tout ce que vous croyez au sujet de cette prison que vous portez en vous. Elle n'est pas permanente. La voix de votre père intérieur peut sembler être une condamnation à perpétuité, mais en réalité, ce n'est qu'une histoire que vous avez appris à raconter sur vous-même. Et toute histoire peut être réécrite. Lorsque Freud observait ses patients à Vienne au début du XXe siècle, il a remarqué quelque chose de troublant. Des adultes apparemment fonctionnels étaient gouvernés par des voix intérieures cruelles qui les jugeaient sans pitié. Ces voix n'étaient pas les leurs. Elles étaient les échos de figures d'autorité du passé, principalement le père, qui s'était installé de manière permanente dans leur esprit comme des juges impitoyables. Freud a appelé cette instance le surmoi, mais ce qu'il a découvert va bien au-delà d'un concept psychologique. Il a découvert que nous portons tous en nous un tribunal interne, où un juge sévère, à l'image du père, décide constamment si nous sommes dignes ou indignes, suffisants ou insuffisants, dignes d'amour ou condamnés à l'isolement. Pensez à votre père pendant un instant, pas à l'homme qu'il est peut-être devenu par la suite, ni à la version adoucie par les souvenirs ou l'âge. Pensez au père de vos premières années, quand vous étiez petit et qu'il était géant, quand ses paroles étaient des lois absolues et que son approbation était le soleil qui illuminait votre monde. Ce père, avec toutes ses limites, ses peurs et ses propres blessures non guéries, est devenu le modèle de votre critique intérieure. S'il était un homme qui démontrait son amour par l'exigence, vous avez intériorisé le message que vous devez vous efforcer jusqu'à l'épuisement pour être aimé. S'il était quelqu'un qui valorisait les réalisations plus que les sentiments, votre voix intérieure a appris à mépriser votre vie émotionnelle au profit de résultats pratiques. S'il était un homme qui avait peur de l'échec et qui transmettait cette anxiété par des critiques constantes, vous avez développé un critique intérieur qui ne vous laisse jamais en paix. Le plus troublant, c'est que ce surmoi paternel ne s'exprime pas seulement dans les moments de crise. Il commente constamment votre vie. Il est là lorsque vous vous habillez le matin, évaluant si vous êtes suffisamment approprié. Il est présent lorsque vous riez trop fort, vous rappelant que vous attirez peut-être inutilement l'attention. Il apparaît lorsque vous êtes sur le point de dire non à quelqu'un, vous chuchotant que vous êtes égoïste ou ingrat. Freud a compris que cette voix intérieure était plus qu'un simple rappel des règles sociales.
C'était une force psychique active qui façonnait la personnalité, qui déterminait ce que vous croyiez de votre propre valeur et de votre potentiel. Et surtout, elle ne s'intéressait pas à votre bien-être ou à votre bonheur. Elle s'intéressait uniquement à la conformité à des normes intériorisées qui n'ont peut-être jamais eu de sens pour qui vous êtes vraiment. Imaginez que vous ayez intériorisé un père qui croyait que montrer sa vulnérabilité était un signe de faiblesse. Aujourd'hui, des décennies plus tard, vous ressentez encore une oppression dans la poitrine lorsque vous devez demander de l'aide. Vous avez encore du mal à exprimer vos besoins émotionnels. Vous êtes encore fier d'une indépendance qui est en fait une peur déguisée d'être perçue comme fragile. Ce n'est pas de la force, c'est une prison. Ou peut-être avez-vous intériorisé un père qui ne vous prêtait attention que lorsque vous aviez des problèmes ou que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, votre inconscient a mis au point une stratégie étrange. Pour vous sentir vu et important, vous recherchez inconsciemment les drames, les crises ou les problèmes. Non pas parce que vous aimez la souffrance, mais parce que c'est la seule façon que vous avez apprise pour attirer l'attention et l'affection. Le surmoi paternel explique également pourquoi tant de personnes sabotent leur propre réussite. Ce n'est pas du masochisme, c'est de la loyauté inconsciente. Si vous avez grandi avec un père qui n'a jamais réussi à réaliser ses propres rêves, une partie de vous peut avoir le sentiment que dépasser ses limites est une trahison. Vous vous arrêtez donc là où il s'est arrêté, perpétuant ses limites comme une façon déformée d'honorer sa mémoire. Il y a aussi le phénomène observé par Freud de l'identification à l'agresseur. Si votre père était dur, critique ou émotionnellement distant, vous avez peut-être intériorisé ces traits de caractère afin de vous protéger. Si je suis dur avec moi-même, avant que quiconque ne le soit, je serai en sécurité. Vous êtes devenu votre propre père sévère, perpétuant le cycle de dureté émotionnelle que vous aviez promis de ne jamais reproduire. Ce mécanisme explique pourquoi de nombreux enfants de parents critiques deviennent des perfectionnistes torturés. Ils ne recherchent pas l'excellence par amour pour ce qu'ils font, mais par terreur du jugement interne dont ils ont hérité. Chaque projet devient une occasion de prouver sa valeur. Chaque erreur devient la preuve d'une inadéquation fondamentale. Le plaisir de la création se perd dans l'angoisse d'une évaluation constante. Freud a également observé que ce critique interne est particulièrement cruel car il connaît toutes vos insécurités, toutes vos faiblesses, tous vos échecs. Ce n'est pas un étranger qui vous juge de l'extérieur, c'est un proche qui a accès à toutes vos hontes et vos peurs. C'est pourquoi ces critiques sont si précises, si douloureuses, si difficiles à ignorer. Le surmoi paternel a également une mémoire sélective dérangeante. Il se souvient de chaque moment où vous avez déçu ou échoué, mais oublie systématiquement les moments de succès, de joie ou de réussite. C'est comme s'il y avait un archiviste interne programmé pour ne conserver que la documentation de vos défauts, tout en effaçant les preuves de vos qualités. Mais voici la découverte la plus libératrice de Freud. Le surmoi n'est pas vous. C'est une construction psychique basée sur des expériences passées, et non une vérité sur qui vous êtes ou ce que vous valez. C'est comme un programme informatique fonctionnant en arrière-plan, exécutant d'anciennes commandes qui n'ont peut-être jamais été adaptées à votre situation actuelle. Reconnaître cela change tout, car lorsque vous réalisez que cette voix critique n'est pas votre sagesse intérieure qui s'exprime, mais plutôt l'écho d'anciennes dynamiques, vous pouvez commencer à la remettre en question. Vous pouvez commencer à vous demander, cette critique est-elle valable pour qui je suis aujourd'hui ? Ou est-ce simplement le passé qui tente de contrôler le présent? Et c'est précisément à ce moment de remise en question que la véritable guérison peut commencer. Maintenant que vous comprenez comment cette dynamique se forme, vous devez reconnaître comment elle se manifeste dans votre vie quotidienne. Car la blessure paternelle non guérie n'est pas seulement une théorie psychologique, c'est une réalité vivante qui s'exprime à travers des schémas comportementaux spécifiques, des symptômes émotionnels reconnaissables et des réactions automatiques qui régissent vos choix sans que vous vous en rendiez compte. Le premier symptôme est quelque chose que Freud a observé à maintes reprises chez ses patients, le syndrome de l'imposteur déguisé en humilité. Vous accomplissez quelque chose d'important, une promotion, une reconnaissance, un objectif atteint, mais au lieu de ressentir une fierté sincère, vous éprouvez un malaise étrange. Comme si vous trompiez tout le monde, comme s'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que l'on découvre que vous ne méritez pas d'être là où vous êtes. Ce n'est pas de la modestie saine, c'est l'écho de cette vieille voix paternelle qui n'a jamais confirmé votre valeur intrinsèque.
Vous minimisez automatiquement vos réalisations, attribuez vos succès à la chance ou à l'aide des autres et ressentez un soulagement particulier lorsque quelque chose ne fonctionne pas, car enfin, le monde extérieur correspond à ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est comme si l'échec vous était plus familier, plus confortable que d'avoir à supporter la tension d'être reconnu comme compétent. Le deuxième symptôme est plus subtil, mais tout aussi révélateur. L'incapacité à recevoir des compliments sans ressentir de malaise. Quand quelqu'un vous complimente, vous ressentez immédiatement le besoin de détourner l'attention, de souligner vos défauts, de changer de sujet. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est une réaction viscérale de protection. Parce qu'une partie de vous croit encore que si quelqu'un vous connaissait vraiment, complètement, il n'aurait aucune raison de vous complimenter. Il y a aussi le schéma de l'auto-exigence disproportionnée. Vous vous imposez des exigences que vous n'imposeriez jamais à quelqu'un d'autre. Une petite erreur devient la preuve d'une incompétence totale. Un moment de fatigue devient de la paresse. Une décision qui n'a pas fonctionné devient la preuve que vous ne pouvez pas vous fier à votre propre jugement. C'est comme si vous étiez à la fois l'accusé et le procureur dans un tribunal interne, toujours en train d'argumenter contre vous-même. Dans la vie professionnelle, cela se manifeste par un perfectionnisme paralysant. Vous reportez des projets parce qu'ils ne sont pas assez parfaits. Vous travaillez jusqu'à l'épuisement pour livrer quelque chose d'impeccable, et pourtant, vous avez toujours l'impression que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une ambition saine, c'est la terreur de confirmer la critique interne qui dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Chaque tâche devient un test de valeur personnelle. Chaque échéance une occasion de prouver ou de réfuter votre compétence fondamentale. Dans les relations, la blessure paternelle se révèle par la difficulté à établir des limites saines. Vous dites oui quand vous devriez dire non, non par générosité, mais par crainte du rejet qui suivrait la déception. Vous vous annulez pour maintenir la paix, vous sacrifiez vos besoins pour éviter les conflits, puis vous ressentez une colère silencieuse que vous ne pouvez exprimer parce que c'est vous-même qui avez choisi de vous mettre dans cette position. Il y a aussi la tendance à rechercher des figures paternelles de substitution chez des patrons, des mentors ou des partenaires plus âgés. Vous vous sentez inexplicablement attiré par les personnes qui occupent des positions d'autorité, espérant inconsciemment recevoir d'elles la validation que vous n'avez jamais reçue de votre père biologique. Mais comme ces personnes ne sont que des êtres humains et non des divinités, elles vous déçoivent inévitablement, perpétuant ainsi le cycle de recherche externe d'approbation. L'un des symptômes les plus douloureux est l'anxiété anticipatoire face à des situations d'évaluation. Une présentation importante, une conversation difficile, une rencontre sociale. Toute situation où vous serez observé ou jugé déclenche une cascade de pensées catastrophiques. Ce n'est pas une peur rationnelle de l'échec, c'est une terreur primitive d'être découvert comme inadéquat, comme l'enfant qui, un jour, n'a pas réussi à satisfaire pleinement. La blessure paternelle s'exprime également par la difficulté à se fier à sa propre intuition. Vous remettez constamment en question vos décisions, vous recherchez plusieurs avis avant de prendre une décision importante et vous ressentez un étrange soulagement lorsque quelqu'un en position d'autorité confirme ce que vous saviez déjà devoir faire. C'est comme si votre propre sagesse n'avait aucune valeur tant qu'elle n'était pas validée par l'extérieur. Physiquement, cette tension interne se manifeste par une fatigue chronique qui ne s'améliore pas avec le repos, une tension musculaire constante, en particulier dans le cou et les épaules, et une sensation d'être toujours connecté, toujours en alerte, toujours prêt pour la prochaine évaluation ou le prochain jugement. Votre corps porte le stress d'un enfant qui ne savait jamais quand la prochaine critique allait arriver. Le symptôme le plus triste est peut-être l'incapacité à ressentir une joie totale. Quand quelque chose de bien arrive, vous ressentez du bonheur pendant quelques instants, mais très vite, l'inquiétude surgit. Et si cela ne dure pas? Et si je gâche tout? Et s'il découvre que je ne le mérite pas? La joie est contaminée par l'anticipation de la perte, par la certitude inconsciente que les bonnes choses ne sont pas pour vous. Et il y a le paradoxe de l'indépendance forcée. Vous êtes fier de ne dépendre de personne, de tout régler seul, d'être fort et autonome. Mais cette indépendance ne vient pas d'une force authentique. Elle vient de la peur d'être un fardeau, de déranger, de confirmer que vous êtes trop difficile pour être aimé. Vous préférez la solitude de l'autonomie au risque de la vulnérabilité. Reconnaître ces symptômes n'est pas un exercice d'autodiagnostic morbide. C'est la première étape pour comprendre que ces schémas ne sont pas des défauts permanents de votre caractère, mais des adaptations intelligentes qu'un enfant a développées pour survivre dans un environnement
où l'amour était conditionnel et l'approbation rare. Mais ce qui a servi à protéger l'enfant peut limiter l'adulte. Nous arrivons au cœur du problème, au moment où nous devons regarder la blessure en face et la nommer pour ce qu'elle est. Car il n'y a pas de guérison sans diagnostic précis. Il n'y a pas de libération sans compréhension claire de ce qui nous retient prisonniers. Et la vérité est qu'il existe 3 grands archétypes de blessures paternelles. Chacun laissant sa marque spécifique sur le psychisme, chacun créant son propre type de prison émotionnelle. Le père absent n'a pas besoin d'avoir physiquement disparu pour être absent. Il peut être assis dans la même pièce que vous depuis des décennies et rester néanmoins un fantôme émotionnel. C'est le père qui était toujours trop occupé, trop fatigué, trop distrait pour vraiment vous voir. Pas le rôle que vous jouiez, pas les résultats que vous obteniez, mais vous, l'enfant avec ses peurs, ses rêves, ses besoins simples de connexion. L'absence paternelle crée des enfants qui deviennent des adultes avides d'attention, mais honteux de cette fin. Vous avez développé une capacité impressionnante à attirer l'attention par vos réalisations, à être intéressant, à être utile, à être tout ce qui garantit que les gens ne partiront pas. Mais sous toute cette compétence se cache un enfant qui se demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que mon père préfère n'importe quoi à ma compagnie ?» Le père absent enseigne sans mots que l'amour est rare et doit être conquis, que vous devez être spécial, productif, extraordinaire pour mériter l'attention. Les enfants de pères absents deviennent des adultes qui ne savent tout simplement pas être présents dans leurs relations. Ils doivent toujours être performants, prouver leur valeur, justifier pourquoi ils méritent d'être aimés. Le père critique, quant à lui, laisse une marque différente, plus acide. C'est le père dont l'amour était toujours accompagné d'un « mais ». Félicitations pour ta note, mais tu aurais pu faire mieux en maths. Bon travail, mais la prochaine fois, fais comme ça. Je suis fier de toi, mais... Et chaque « mais » était comme un petit coup de poignard dans l'estime de soi en formation. Le père critique élève des enfants qui deviennent des adultes perpétuellement insatisfaits d'eux-mêmes. Vous avez intériorisé non seulement sa voix critique, mais aussi la conviction que cette critique est de l'amour. Que ceux qui se soucient vraiment de vous vont pointer vos défauts pour vous aider à vous améliorer. C'est pourquoi vous vous sentez mal à l'aise avec les personnes qui vous acceptent sans condition. Il doit y avoir quelque chose qui cloche chez elles si elles ne voient pas vos problèmes évidents. Les enfants de parents critiques développent une relation toxique avec l'excellence. Ils ne recherchent pas la perfection pour le plaisir de la maîtrise, mais par crainte du jugement. Chaque projet est une occasion de prouver enfin leur valeur, et chaque imperfection est la preuve qu'ils ne seront jamais à la hauteur. Ils vivent dans un état constant de presque assez bon, presque digne d'approbation, presque digne d'amour. Et puis il y a le père tyrannique, peut-être le plus destructeur de tous, car il dissimule son contrôle sous le masque de la protection. C'est le père qui décidait de tout pour vous, pour votre propre bien, qui choisissait vos vêtements, vos amis, vos activités, votre carrière, qui brisait votre volonté chaque fois que vous exprimiez des préférences différentes des siennes, pas nécessairement par la violence, mais par la manipulation émotionnelle, le chantage affectif, ou simplement en ignorant complètement vos opinions. Le père tyrannique élève des enfants qui deviennent des adultes terrifiés par leur propre autorité. Vous avez appris que vos choix sont dangereux, que vous ne pouvez pas vous fier à votre propre jugement, que la sécurité vient du fait de faire exactement ce que les figures d'autorité attendent de vous. C'est pourquoi vous recherchez constamment la validation extérieure, c'est pourquoi vous paniquez lorsque vous devez prendre seul des décisions importantes, c'est pourquoi vous préférez l'emprisonnement de l'approbation des autres à la liberté terrifiante de l'autonomie. Si vous reconnaissez votre père dans l'une de ces descriptions, si vous ressentez cette pression dans la poitrine qui survient lorsqu'une vieille blessure est touchée, je dois vous dire quelque chose d'important. Reconnaître n'est pas blâmer. Votre père, quel que soit son style de paternité dysfonctionnelle, reproduisait probablement les schémas qu'il avait appris de son propre père. Il agissait à partir de ses propres blessures non guéries, de ses propres peurs, de ses propres limites émotionnelles. Mais voici la partie cruciale que de nombreux thérapeutes ne vous disent pas. Comprendre les limites de votre père ne vous oblige pas à lui pardonner. Cela ne vous oblige pas à maintenir une relation avec lui s'il continue d'être toxique. Cela ne vous oblige pas à minimiser l'impact que sa paternité dysfonctionnelle a eu sur votre vie. La compassion pour sa blessure ne signifie pas sacrifier la guérison de la vôtre. Si vous vous rendez compte que cette conversation touche des choses profondes en vous, que vous reconnaissez des schémas qui régissent votre vie depuis des décennies, je voudrais vous lancer une invitation. Dans les commentaires ci-dessous, partagez le type de père que vous avez reconnu dans votre histoire.
non pas pour vous exposer, mais pour vous libérer. Parfois, nommer la blessure est la première étape pour la guérir. Et si quelqu'un de votre entourage est confronté au même problème, partagez cette vidéo. Car personne ne devrait porter seul le poids d'une enfance qui n'a pas pu guérir. La chose la plus importante que vous devez comprendre est la suivante. Peu importe le type de père que vous avez eu, peu importe la profondeur de la blessure, peu importe depuis combien de temps vous portez cette douleur, vous n'êtes pas condamné à vivre éternellement dans son ombre. L'enfant en vous qui a été blessé, ignoré ou contrôlé a le droit de grandir, de guérir, de recevoir enfin l'amour et l'acceptation qu'il a toujours mérité. Et celui qui peut lui offrir cela maintenant, c'est vous-même. Mais pour que cela se produise, vous devez cesser d'attendre qu'il change, qu'il reconnaisse enfin ce qu'il a fait, qu'il devienne le père dont vous avez toujours eu besoin. Car la véritable guérison ne vient pas de sa transformation, mais de la vôtre. La révélation la plus douloureuse concernant la blessure paternelle est de découvrir comment vous recréez inconsciemment les mêmes dynamiques qui vous ont blessé à l'origine. C'est comme si vous suiviez un scénario invisible qui détermine vos relations, vous amenant, sans vous en rendre compte, à choisir des personnes et des situations qui confirment les croyances limitantes que vous avez intériorisées à votre sujet. Commencez par observer vos relations amoureuses. Si vous avez eu un père absent, vous vous sentez probablement mystérieusement attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles. Pas consciemment, bien sûr. En surface, vous vous plaignez de leur froideur, de la difficulté à établir une connexion, du sentiment d'être toujours à la recherche de miettes d'affection. Mais au fond de vous, vous reconnaissez ce schéma comme familier, comme un refuge. C'est comme si votre psyché disait « Ce type d'amour rare, difficile, qui doit être conquis, je le connais. Je sais comment naviguer dans ce territoire. » L'amour généreux, constant et inconditionnel vous met mal à l'aise, car il ne correspond pas à la carte émotionnelle que vous avez intériorisée. Vous ne savez pas comment être aimé de manière simple, alors vous choisissez des personnes qui compliquent l'amour. Si votre père était critique, vous vous engagez probablement avec des personnes qui vous aident à vous améliorer, des partenaires qui soulignent vos défauts pour votre bien, qui ont toujours une suggestion pour vous améliorer, qui vous font vous sentir chanceux qu'ils tolèrent vos imperfections. Vous confondez cette critique constante avec de l'attention, car c'est ainsi que vous avez appris que l'amour s'exprime. Quand quelqu'un vous accepte complètement, sans vouloir vous changer, vous sentez que quelque chose ne va pas. Si cette personne me connaissait vraiment, pense une partie de vous, elle verrait tous mes défauts évidents. Vous sabotez alors la relation ou vous vous éloignez, préférant la familiarité de la critique à l'étrangeté de l'acceptation. Et si votre père était autoritaire, vous êtes attiré par les personnes qui prennent des décisions à votre place, qui savent ce qui est le mieux pour vous, qui prennent le contrôle de votre vie de manière subtile ou explicite. Au début, cela semble même être un soulagement. Enfin, quelqu'un qui sait quoi faire, qui prend ses responsabilités, qui vous épargne l'anxiété des choix. Mais avec le temps, vous vous sentez étouffé, infantilisé, perdu. Au travail, ces schémas se répètent avec une précision chirurgicale. Les enfants de parents absents deviennent des employés qui travaillent plus que nécessaire, espérant que leurs efforts supplémentaires finiront par attirer l'attention de leur patron. Ils confondent le travail acharné avec le dévouement, l'épuisement avec la valeur professionnelle. Ils sont toujours disponibles, toujours prêts, toujours en train d'essayer de prouver qu'ils méritent d'être là. Les enfants de parents critiques deviennent perfectionnistes au travail, non pas par plaisir de l'excellence, mais par terreur de l'inadéquation. Ils livrent des projets impeccables, mais vivent dans un état d'anxiété constant, attendant que quelqu'un trouve des défauts, que quelqu'un confirme qu'ils ne sont pas vraiment compétents. Ils procrastinent parce qu'ils préfèrent ne rien livrer, plutôt que de livrer quelque chose d'imparfait. Les enfants de parents tyranniques ont tendance à rechercher des patrons autoritaires ou, paradoxalement, à devenir eux-mêmes des patrons autoritaires. S'ils choisissent la première option, ils sont soulagés d'avoir quelqu'un qui décide à leur place, mais ils finissent par regretter leur manque d'autonomie. S'ils choisissent la seconde, ils reproduisent le modèle de contrôle qu'ils ont connu, croyant sincèrement qu'ils protègent leurs subordonnés de leurs propres mauvaises décisions. Dans les relations amicales, les modèles sont plus subtils, mais tout aussi révélateurs. Vous pouvez remarquer que vous assumez toujours le rôle de soignant, de sauveur, de celui qui résout les problèmes des autres. Non par pur altruisme, mais parce qu'être utile garantit que les gens ont besoin de vous, qu'ils ne vous abandonneront pas. Vous confondez être nécessaire et être aimé.
Ou peut-être êtes-vous l'ami qui minimise toujours ses propres problèmes, qui ne demande jamais d'aide, qui va toujours bien, même quand ce n'est clairement pas le cas. Vous avez appris que vos besoins émotionnels sont des inconvénients, que la vulnérabilité éloigne les gens, que pour être aimé, vous devez être fort, indépendant, sans problème. La dynamique la plus cruelle de toutes est la façon dont vous vous traitez dans les moments de solitude. Quand il n'y a personne pour vous critiquer, vous assumez ce rôle, devenant votre propre père critique. Quand personne ne vous ignore, vous vous ignorez vous-même, en donnant la priorité à n'importe quoi d'autre, le travail, les réseaux sociaux, Netflix, plutôt que de simplement être avec vous-même. C'est comme si vous aviez tellement intériorisé les dynamiques parentales dysfonctionnelles que vous les perpétuez désormais automatiquement, créant une prison émotionnelle dont vous êtes vous-même le geôlier. Vous répétez ces schémas parce qu'ils vous sont familiers, parce qu'ils représentent la seule forme d'amour que vous connaissez, même si c'est un amour qui fait mal. Mais voici l'espoir qui se cache dans cette dynamique douloureuse. Si vous pouvez inconsciemment recréer les schémas qui vous font du mal, vous pouvez aussi consciemment choisir des schémas qui vous guérissent. Si votre psyché est capable de rechercher automatiquement ce qui vous est familier, vous pouvez vous entraîner à reconnaître et à rechercher ce qui est sain. La première étape consiste à prendre conscience de ces schémas. Commencez à remarquer quand vous répétez d'anciennes dynamiques, quand vous choisissez des personnes ou des situations qui confirment vos croyances limitantes sur vous-même. Non pas pour vous juger, vous agissiez à partir d'un conditionnement inconscient, mais pour commencer à faire des choix différents. Car une fois que vous voyez le schéma, une fois que vous reconnaissez à quel point votre blessure paternelle gouverne encore vos choix relationnels, vous pouvez commencer à briser ce cycle. Vous pouvez commencer à écrire une histoire différente où vous n'êtes plus otage du passé, mais l'auteur conscient de votre avenir émotionnel. Le moment est venu d'affronter la vérité la plus difficile de toutes, celle que vous avez évitée, repoussée, négociée pendant des années. La vérité que tant que vous continuerez à attendre que votre père change, qu'il reconnaisse enfin ce qu'il a fait, qu'il devienne l'homme que vous avez toujours eu besoin qu'il soit, vous resterez prisonnier d'une enfance qui ne finira jamais. L'illusion la plus cruelle que nous entretenons est la croyance que notre guérison dépend de lui, que nous avons besoin de ses excuses pour aller de l'avant, que nous avons besoin de son approbation pour nous sentir valorisés, que nous avons besoin de son amour pour nous aimer nous-mêmes. Mais Freud a découvert quelque chose de révolutionnaire. La figure paternelle qui doit vraiment être confrontée n'est pas à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur. Le père qui vit dans votre esprit ne vieillit pas, ne mûrit pas, n'apprend pas de ses erreurs. Il reste figé dans le temps, répétant les mêmes critiques, maintenant les mêmes normes, exigeant la même soumission qu'il exigeait lorsque vous aviez 7 ans. Et c'est avec ce père intérieur que vous devez régler vos comptes, pas avec l'homme de chair et d'os qui n'est peut-être même plus là. Cette confrontation ne se produit pas dans une conversation externe. Elle se produit dans le silence de vos pensées, lorsque vous entendez enfin cette voix critique, et au lieu de lui obéir automatiquement, vous demandez « Qui êtes-vous pour décider de ma valeur ?» Lorsque vous ressentez cette culpabilité familière pour avoir fixé une limite, et au lieu de reculer, vous respirez profondément et maintenez votre position. La confrontation commence lorsque vous réalisez que cet enfant en vous attend toujours la permission de vivre. La permission de rêver en grand, d'échouer sans catastrophe, d'être imparfait et pourtant aimable, d'exister sans avoir à justifier constamment sa présence dans le monde. Et puis vous réalisez que la seule personne qui peut vous donner cette permission, c'est vous-même. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de ce processus. Lorsque vous vous levez enfin contre le tyran intérieur, lorsque vous défiez l'autorité qui a régné sur votre vie pendant des décennies, vous ne vous sentez pas courageux ou responsabilisé, vous vous sentez terrifié. Car cette voix critique, aussi destructrice soit-elle, vous offrait également une forme de sécurité déformée. Elle vous maintenait petit, mais petit était prévisible. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie dans une prison, et que lorsque les portes s'ouvrent enfin, vous avez peur du monde extérieur. La liberté est terrifiante lorsque vous avez été conditionné à croire que vos choix sont dangereux, que votre jugement est défaillant, que vous avez besoin d'une surveillance constante pour ne pas tout gâcher. Au cours de ce processus, vous pouvez ressentir ce que les psychologues appellent un deuil anticipé. Vous pleurez non seulement l'enfance que vous n'avez jamais eue, mais aussi le fantasme qu'un jour votre père pourrait devenir l'homme dont vous avez toujours eu besoin. Vous dites adieu à l'enfant qui croyait que s'il était assez parfait, assez obéissant, assez performant, il recevrait enfin l'amour inconditionnel qu'il a toujours mérité. Ce deuil est sacré,
Il est nécessaire, mais il est aussi temporaire. Car de l'autre côté de cette tristesse se trouve quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu. Le sentiment d'appartenir à vous-même, de ne devoir aucune explication sur qui vous êtes à personne, pas même aux voix dans votre propre tête. La véritable confrontation a lieu lorsque vous apprenez à dialoguer avec cette voix intérieure d'égal à égal. Quand elle murmure « Vous n'êtes pas assez bien », vous répondez « Merci pour votre avis, mais je ne suis pas d'accord ». Quand elle essaie de saboter votre joie en vous rappelant tous vos défauts, vous dites « Je vous écoute, mais je ne vous laisserai pas décider à ma place ». Il ne s'agit pas de faire taire complètement votre critique intérieure, ce qui serait impossible et même contre-productif. Il s'agit de le détrôner et de le remettre à sa place, comme une voix parmi tant d'autres, et non comme le dictateur absolu de votre image de vous-même. Ce processus exige que vous développiez ce que Freud appellerait un ego observateur, une partie de vous capable d'observer vos propres pensées sans être dominé par elles. Comme un scientifique étudiant un phénomène intéressant, vous commencez à observer « Regarde, voilà cette voix qui me dit que je ne devrais pas essayer cela parce que je vais échouer. Intéressant. D'où cela vient-il » La véritable transformation se produit lorsque vous réalisez que vous pouvez ressentir de la peur et agir malgré tout. Vous pouvez entendre la critique et choisir de ne pas y croire. Vous pouvez reconnaître la culpabilité comme une émotion et non comme une vérité. Vous pouvez ressentir la désapprobation interne ou externe sans vous effondrer. Mais le plus profond de tout est peut-être le moment où vous réalisez que l'approbation que vous avez toujours recherchée chez votre père, vous pouvez vous la donner à vous-même. Non pas comme une consolation, non pas comme un second choix, mais comme la source la plus pure et la plus authentique de validation qui soit. Parce que vous êtes la seule personne qui connaisse vraiment votre parcours, vos efforts, vos victoires intimes, votre courage silencieux. Lorsque cela se produit, lorsque vous devenez enfin le père ou la mère dont vous avez toujours eu besoin, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de rechercher cette figure chez les autres. Vous cessez de projeter vos besoins non satisfaits sur vos patrons, vos partenaires, vos mentors. Vous interagissez avec les gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce que vous avez besoin qu'ils soient. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produit. Après la tempête intérieure, après la confrontation, après les larmes, la colère et la peur, vient le calme. Pas le calme avant la tempête, mais la paix après la guerre. La paix de celui qui a enfin cessé de se battre contre lui-même. Vous vous réveillez un jour et vous réalisez que cette voix critique est toujours là, mais qu'elle murmure au lieu de crier. Vous faites une erreur au travail, et au lieu de la cascade habituelle d'auto-accusation, vous ne ressentez qu'une simple pensée. Ok, les erreurs, ça arrive. Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? La différence est subtile pour ceux qui observent de l'extérieur, mais révolutionnaire pour ceux qui la vivent de l'intérieur. Pour la première fois de votre vie, vous faites l'expérience de prendre des décisions basées sur ce que vous voulez, et non sur ce que vous pensez devoir vouloir. C'est une sensation étrange au début, un peu comme conduire une voiture après avoir marché pendant des années. Vous devez vous habituer à la vitesse, à l'autonomie, au pouvoir de choisir votre direction. Vos relations commencent à changer d'une manière que vous n'aviez pas prévue. Les personnes qui profitaient de votre difficulté à dire non commencent à s'éloigner naturellement. D'autres, dont vous ne saviez même pas qu'elles attendaient que vous vous montriez tel que vous êtes vraiment, commencent à se rapprocher. C'est comme si vous aviez changé de fréquence et que vous attiriez désormais des personnes compatibles avec qui vous êtes vraiment et non avec qui vous pensiez devoir être. Au travail, vous cessez de travailler jusqu'à l'épuisement pour prouver votre valeur et commencez à travailler avec détermination. Vous continuez à respecter vos délais, vos projets continuent à être bien exécutés, mais maintenant, cela vient d'un sentiment de compétence sereine et non plus de la peur de décevoir. Vous découvrez que vous pouvez être excellent sans être perfectionniste, que vous pouvez être dévoué sans être obsessionnel. Il y a un changement subtil mais profond dans la façon dont vous habitez votre propre corps. Cette tension constante dans vos épaules diminue. Vous respirez plus profondément, naturellement. Vous souriez sans raison particulière. C'est comme si vous aviez passé toute votre vie à retenir votre souffle et que vous pouviez enfin expirer. Les compliments ne vous mettent plus mal à l'aise. Quand quelqu'un reconnaît votre travail, vous dites simplement merci et ressentez une gratitude sincère sans besoin de minimiser ou de détourner le mérite. Quand quelqu'un vous critique, vous arrivez à distinguer la critique constructive de l'attaque personnelle, à répondre à ce qui est utile et à ignorer le reste sans drame intérieur. Vous commencez à apprécier votre propre compagnie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible.
Les moments de solitude, qui étaient auparavant remplis de distractions pour éviter les pensées critiques, deviennent désormais des espaces de paix. Vous pouvez rester avec vous-même sans avoir besoin de faire quelque chose de productif tout le temps. Le changement le plus surprenant est peut-être celui de votre relation avec votre propre père, s'il est encore en vie. Vous ne ressentez plus ce besoin désespéré d'obtenir son approbation ou de lui faire reconnaître ses défauts. Vous pouvez être en sa présence en tant qu'adulte, et non en tant qu'enfant blessé en quête de validation. S'il continue à avoir les mêmes comportements critiques ou contrôlants, vous éprouvez de la compassion pour son emprisonnement émotionnel, mais vous ne vous laissez pas entraîner dans son sillage. Et si votre père est décédé, vous découvrez que vous pouvez faire la paix avec sa mémoire sans avoir à prétendre qu'il était parfait ou que vous aviez la relation dont vous aviez toujours rêvé. Vous pouvez honorer ses aspects positifs sans nier l'impact de ses aspects négatifs. Vous pouvez éprouver de la gratitude pour la vie qu'il vous a donnée sans minimiser les blessures que vous avez également héritées de lui. Il y a des moments où vous vous surprenez à faire des choses simplement parce que vous aimez les faire et non parce qu'elles ajoutent de la valeur à votre CV ou impressionnent les autres. Vous pouvez passer tout un après-midi à lire un livre inutile, à essayer une nouvelle recette qui peut échouer, ou à avoir une conversation profonde qui ne mène nulle part, et vous sentir complètement satisfait de cela. Votre créativité s'épanouit de manière inattendue. Les projets que vous reportiez par crainte qu'ils ne soient pas parfaits commencent à prendre vie. Vous découvrez des talents que vous ne soupçonniez pas, car vous ne vous étiez jamais autorisé à les explorer sans la garantie d'un succès immédiat. Le plus profond de tout est le sentiment d'être enfin chez soi dans son propre corps, dans sa propre vie, dans sa propre histoire. Vous n'avez plus besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'arriver quelque part pour commencer à vous valoriser. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne, ni de votre père, ni de votre patron, ni des inconnus sur Internet, pour savoir que votre existence a de la valeur. Cela ne signifie pas que vous devenez égoïste ou que vous cessez de vous soucier des autres. En fait, c'est le contraire. Lorsque vous n'êtes plus désespérément en quête d'approbation, vous pouvez offrir une présence authentique. Vous pouvez aimer sans avoir besoin d'être aimé en retour. Vous pouvez aider sans attendre de gratitude. Vous pouvez être généreux à partir de l'abondance et non du manque. Et peut-être que le plus beau cadeau de tous est celui-ci. Vous pouvez regarder les autres qui sont encore prisonniers de leurs propres blessures paternelles et ressentir de la compassion plutôt que du jugement. Vous pouvez reconnaître dans leur comportement difficile les mêmes schémas que vous avez déjà surmontés. Vous pouvez leur offrir votre patience parce que vous vous souvenez de ce que c'était que de vivre dans cette douleur. Le cheminement vers la guérison de la blessure paternelle ne s'achève pas par un moment d'illumination soudaine. C'est un processus graduel de choix quotidien. Le choix de faire confiance à votre propre voix, d'honorer vos sentiments, d'établir des limites saines, de vous traiter avec la gentillesse que vous avez toujours méritée. Mais lorsque vous regardez en arrière et que vous voyez le chemin parcouru, lorsque vous réalisez que vous ne vivez plus en réaction au passé, mais en direction de l'avenir, vous comprenez que vous avez fait plus que guérir une blessure. Vous avez réclamé votre vie, et maintenant, pour la première fois, vous êtes libre de la vivre pleinement. Je me souviens d'une phrase que j'ai lue un jour. La plus grande vengeance contre ceux qui n'ont pas su vous aimer est d'apprendre à vous aimer complètement. Ce n'est pas une vengeance cruelle, mais une vengeance sacrée. C'est vous qui brisez le cycle, qui guérissez la lignée, qui choisissez d'être pour vous-même ce que personne d'autre n'a su être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, si vous avez ressenti cette familiarité dans votre poitrine en voyant votre blessure être nommée, je veux que vous sachiez, votre guérison a déjà commencé. Le simple fait de reconnaître le schéma est la première étape pour le changer. Maintenant, dites-moi, à quel moment avez-vous réalisé que vous viviez encore pour obtenir l'approbation de votre père? Était-ce dans une relation que vous avez sabotée? Lors d'une occasion que vous avez manquée par peur? Dans un rêve que vous avez abandonné? Partagez vos commentaires. Parfois, partager notre blessure est ce qui nous aide à la guérir. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans ce voyage et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.